François Beaumont-Thiers, livre Atelier d'écriture. On est dans le cycle été 2023, un petit peu notre rituel collectif pour gagner comme ça cet élan collectif qui nous porte en retour. Le thème est général, du roman. Du roman, c'est qu'est-ce qui pousse là, quand on lit, à aller plus loin. Et évidemment, nous, de notre point de vue, celui de l'écriture, comment on organise là cette latence qui fait que, lisant, on va avoir envie d'aller plus loin. Alors, un principe qui, pour moi, ne pas être remis en cause pour l'instant, c'est que dans cette poussée-là, dans ce qu'on organise pour créer ce mouvement vers l'avant de la lecture, il y a celui, chaque fois, d'élargir les bassins de matière. Et le travail de l'atelier, c'est d'aller explorer des singularités, j'allais dire, disjointes, plus loin, plus sur les bords, au contraire, qui vont creuser plus au fond. Et reste une autre tâche qu'on pourra aborder aussi dans ce cycle, qui est de relier ces îlots, mais faire que la façon dont ça se rejoint en composition architecturale, c'est-à-dire comment ça s'assemble en forme qui elle-même se construit et va vers l'avant. Évidemment, c'est notre travail de progresser vers cette forme, d'être toujours attentif à qu'est-ce que je construis, où je vais, qu'est-ce que je dois continuer, mais être emmené soi-même par, là c'est ce qu'on adjoint là de matière et qui emmène le récit en cours vers l'avant. Après, justement, il y a aussi la tâche de rendre ça perceptible, d'organiser les liaisons, de faire que la forme accepte aussi cette discontinuité, ce statut du discontinu dans l'architecture continue d'une œuvre. Il n'y a pas d'œuvre qui échappe. La recherche du temps perdu, par exemple. On ne digresse pas. Ce qui m'intéresse là, c'est le réel, la réalité. Évidemment, c'est une part sensible, part de représentation, part d'observation, part de l'univers descriptible, des relations entre les êtres. Oui, mais c'est pas tout. Alors, réelle réalité, on ne veut pas reprendre ces discussions-là. Moi, ce qui m'importe, qu'on parle de Karl Marx. La reproduction du capital. L'argent, quand il fonctionne, se développe et se constitue en cycle d'après ses propres lois. Ces propres lois sont souterraines, en large partie invisibles, en tout cas c'est là-dessus qu'on va travailler, et organise sa propre reproduction indépendamment du réel, oui, sans autre loi que sa propre reproduction. À partir de ça, s'organisent les fonctions, la matérialité, la fabrication de la monnaie, mais aussi les classes sociales, l'exploitation, etc., etc. Mais c'est un fonctionnement qui n'intervient pas en tant que tel dans le réel, qui ne dépend pas de l'organisation des individus entre eux. Cette organisation, elle est là, elle est contradictoire, elle est plurielle, mais ce fonctionnement souterrain, lui, n'obéit qu'à sa propre loi. On ne va pas entrer plus là, dans ces questions de Karl Marx. Est-ce que ça vaut pour d'autres définitions abstraites? Probablement. Là, je reprenais même, on ne va pas s'en servir, mais j'ai une telle affection pour le prophète de Khalil Gibran. C'est plus le livre que lui-même a rédigé dans plusieurs langues, et chaque micro-chapitre de 2 pages ou 3 pages, vous connaissez probablement, part d'une fonction interpellative, et la prêtresse parla à nouveau et dit « Parlez-nous de la raison et de la passion ». Alors une femme dit « Parlez-nous de la joie et de la tristesse ». Alors un laboureur dit « Parlez-nous du travail ». Et il répondit « 10 ans, vous travaillez pour pouvoir aller au rythme de la terre et de l'âme de la terre ». Alors un homme riche dit « Parlez-nous du don ». Et il répondit « Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens ». Donc là, ces questions abstraites, ça inclut chez lui la peur, ça inclut l'éducation, ça inclut l'irrationnel,
la notion de propriété et de maison. Donc si on veut faire un inventaire de ces formes abstraites qui agissent sous le réel de leur propre loi, il n'y a pas que l'argent. Et je vais vous laisser cette liberté-là. Pour faites l'exercice, prenez là, dans la bibliothèque intérieure, la bibliothèque que chacun et chacune élit comme sa bibliothèque intime, eh bien, il y a des livres qui travaillent sur, ça peut être le dérèglement héréditaire hein, chez certains auteurs ou livres fantastiques, ça peut être sur une propriété et la résistance ou l'histoire de cette propriété indépendamment de qui exerce ou bénéficie de cette propriété. Et, des choses tenant à la religiosité et au mystique, certainement. Ce que je voudrais pour cette 6, c'est qu'on ouvre l'espace de ces principes invisibles qui agissent le réel, conditionnent les êtres, y compris dans leur résistance, ou en tant qu'ils se constituent comme indépendants. C'est l'étranger de Camus, c'est une grande partie de l'œuvre de Sartre. Comment je peux exercer ou construire ma liberté, mon libre arbitre, sachant que, par exemple dans le sursis, que les lois de la guerre et du pouvoir ne dépendent pas de ce dont je parle, la façon dont je me comporte, mais que pour garder mon indépendance ou ma vocation à liberté et à lutter, eh bien, je dois tenir compte, là, de ce mouvement souterrain de la guerre. Je ne veux pas entrer plus, parce que je suis trop maladroit, et c'est pas ça, et là, on est dans un cycle avec une tâche bien précise, mais moi, je ne voudrais parler. On a appelé ce cycle au début, dans la toute première intuition, c'était comédie humaine au pluriel, bien sûr en référence à la comédie humaine au singulier de Balzac. Lui, il ne s'agit pas de roman, il s'agit d'études sociales au pluriel, études philosophiques au pluriel, scènes de la vie privée au pluriel, mœurs, études de mœurs au pluriel, scènes de la vie de province. Et donc cette question de ce que nous on dit roman, c'est une appellation aujourd'hui générique, mais dans cette passion-là à décrire le monde, est-ce que c'est réduire l'écriture à une fonction cognitive, descriptive, analytique? Certainement pas. On pourrait dire que ça l'est plus chez Zola. On prend les grands magasins, on prend la mine dans Germinal, on prend la bête humaine dans ce développement des chemins de fer, et ainsi de suite, mais j'allais dire cette passion fantasmatique de Zola à aller retrouver cette machine, ben oui, justement, ça dépend aussi de ces questions d'hérédité, de loi familiale, des Rougon-Macquart, donc c'est jamais aussi analytique que ça. Il n'y a pas d'objectivité dans ce fonctionnement par lequel la littérature va phagocyter le réel, mais elle se constitue elle-même en tant que littérature parce qu'elle accepte la mine, la locomotive, le grand magasin, et ainsi de suite. Balzac, lui, on n'a pas encore ça, ben non, parce qu'il est quand même un petit peu avant. Par contre, on a l'argent. Alors, l'argent, chez Balzac, certains titres, certains rouages de la comédie humaine sont basés uniquement sur des affaires d'argent. Vous avez souvenir de la maison Nucingen, ce baron qui parle une espèce d'allemand qui devient illisible dans le texte avec cette espèce de mécanique de langue atrophiée, utilise Rastignac, l'amant de sa femme, par ailleurs fille du père Goriot, ça vous dit aussi quelque chose, la Delphine de Nucingen, pour tu veux être l'amant de mon épouse, eh bien, il va falloir que tu entres aussi, toi, dans la machine et que tu donnes confiance aux gens de tes cercles privés pour qu'ils mettent de l'argent, sachant que moi, Nucingen, je vais faire une fausse faillite qui va tout rafler. Et la construction de cette escroquerie, évidemment, est
éminemment complexe, éminemment cynique, violente. Et là, raconter l'histoire de la mise en place de cette escroquerie, évidemment, là, pousser l'argent comme thème principal de la narration. C'est pas ça que nous on veut faire. Il y a quelquefois, plus étrangement, j'allais dire, des sommets de la comédie humaine de Balzac, où cette jonction de l'argent et par exemple de la structure familiale, un père et ses 2 fils, le marquis d'Espard, dans un roman, oui, qui s'intitule L'interdiction, eh bien, c'est uniquement une action financière. La marquise d'Espard, mère des 2 garçons, qui s'est séparée de son mari et qui veut s'approprier la part de capital dont il reste détenteur. Là encore, c'est cynique, c'est violent, mais l'intérieur même de cette structure familiale du marquis d'Espard, qui est occupé avec une espèce de fou illuminé qui l'héberge dans son grenier d'au-dessus, un travail là d'encyclopédie imprimée, c'est un régal à lire. Mais même si l'argent intervient comme thème central dans certains des romans, appelons ça pour simplifier, de Balzac, c'est une fonction qui est toujours présente dans les autres. Si on prend, prenez la rabouilleuse, Issoudun, et là encore, des structures de famille qui sont prégnantes de recomposition, mais il y a des questions d'héritage, il y a la question de cette vieille dame là, qui joue toutes les semaines le même chiffre, toute sa vie à la loterie, c'est peut-être pas encore la loterie nationale, mais puis le jour où son numéro enfin va sortir, il se trouve que son Philippe Bridot de mécréant de fils a été boire avec l'argent qu'il aurait dû investir là pour acheter le billet de loterie. Donc l'argent est toujours présent, mais de façon souterraine, organisatrice. Quelquefois ça sort, ça fait l'interdiction, ça fait la maison du Singen, ça fait Gobseck, le vieil usurier, la liste n'est pas limitative, mais un des coups de force de Balzac, c'est que le réel qui anime ces êtres inclut en permanence ces forces qui lui sont étrangères, qui restent invisibles, souterraines, et ça s'appelle l'argent. Je suis sûr que parmi vous toutes et tous, on est nombreux à être amoureux inconditionnels de Dickens, qu'on est capable d'avoir des larmes ou de se mettre à rire aussi du bon du foie, comme dirait Rabelais, que dans Don Quichotte, quand on lit Dickens, les fonctions sociales, la prison pour dette, le magasin d'antiquités, dans Bleak House, la maison d'Aprevent, ce quartier entièrement dévolu aux affaires, aux huissiers, etc. Dickens aussi, on n'a rien d'aussi affectif, j'allais dire humain, ce qui est totalement déplacé ici, mais basé sur les émotions, sur, j'allais dire, la ductilité, l'éphémère, là, dans les relations affectives entre êtres humains, mais l'argent est en permanence présent. Alors, pour moi, le titre, là, c'est tout simple, c'est en 2 mots. La 6 s'appellera « Parlons argent ». Alors, est-ce que c'est triste, est-ce que c'est bête, est-ce que c'est trivial ? Vous avez déjà un contexte. Il y a déjà soit un personnage principal, soit des lieux ouverts ou clos, une rue, une maison, soit des jeux entre personnages. Eh bien, on part de là où vous en êtes, on ne va pas parler argent en général, on va prendre un point précis, un rouage, un personnage, une situation, là, dans ce que vous avez déjà écrit, et on va la traiter sous le point de vue de l'argent. L'argent, aujourd'hui, c'est 1,10 € pour acheter une baguette de pain. Bah, ouais, tiens, hier, j'avais les éditions Point qui diffusent mes petites traductions de Lovecraft, et j'en suis super heureux, super fier, et heureusement qu'il y a ça.
Eh ben, les comptes sont arrêtés au 31 décembre 2022. Eh bien, c'est hier, donc le 13 juillet 2023, ou avant-hier, pardon, il n'y avait pas de courrier, que j'ai reçu l'email avec m'informant du versement de ses droits. Il leur a fallu 6 mois et 15 jours. Oh, des fois, tu te dis, tiens, j'aimerais bien, j'ai un vieil ordinateur, là, je pourrais peut-être leur offrir aux éditions Point. Non, mais est-ce que moi, quand je vais à Auchan acheter mon paquet de pâtes, je leur dis, je vous le paye dans 6 mois et 15 jours. Donc, vous voyez, je vais arrêter, je vais surtout pas continuer avec des exemples comme ça, mais là, sous des questions élémentaires du quotidien, il a l'argent, et l'argent, là, il intervient sous forme d'un email, sous forme de date, sous forme d'un travail, oui, certainement, mais qui comporte aussi une part largement affective. C'est l'été 2015 où, là, exactement à 8 ans de distance, j'étais à Providence en train de déchiffrer là, les petites pattes de mouche des cahiers, là, les diaries de H.P. Lovecraft. Donc c'est une dimension aussi là, totalement affective. Quand la question matérielle, tenez, vous n'allez pas me dire que vous ne faites pas aussi quand vous revenez d'un séjour à l'étranger, qu'il vous reste des petites pièces, tiens, on les met là, puis après quand on doit repartir, il y a même un badge avec la figure de Bernard-Marie Coltès. Est-ce que quand on repart, on va fouiller pour savoir, elle vient d'où cette pièce-là? 2 francs 1981. Je sais pas ce que fait cette pièce de 2 francs 1981. Si vous la voulez, faites-moi une proposition, je vous l'envoie. Celle-là aussi, c'est une pièce de 1 franc. Ouais, ça ressemble. Ou peut-être pas, c'est étranger. Non, alors on va continuer comme ça. Mais cette matérialité-là, qui est... pourquoi tu gardes ça? Bah ouais, parce que justement, les petits gamins, qu'est-ce qu'ils aiment farfouiller là-dedans? Ils se font des histoires avec tout ça. Les exemples sont partout, mais c'est... tu passes devant l'agence de la bancaire, autrefois tu y allais tellement souvent, tu déposais tes chèques, tu connaissais les gens, tu avais un petit découvert, ils disaient, passez donc qu'on regarde ça. Maintenant, à l'agence bancaire, tu passes devant en voiture, selon si tu es beaucoup en rouge ou pas beaucoup en rouge, je dis, il ne faut pas qu'il soit sur le trottoir à tirer sur sa clope, mais même ce lien, et puis même cette rotation désormais accélérée des personnels dans ces agences. Quand tu penses par exemple à l'importance que ça a eu pour la vie de Francis Ponge, dont le père gérait lui aussi une de ces petites agences, mais est-ce qu'on s'en sert, les chèques? C'est pénible, il faut faire des factures, etc. Donc je dis non, débrouillez-vous, PayPal. Qu'est-ce que ça induit comme abstraction? Qu'est-ce que ça induit comme passage à une structure financière, justement, dont je vois très bien le bâtiment à San Francisco quand on descend vers Oakland, sur l'espèce de rocade, et qu'on aperçoit là, le centre... le bâtiment administratif de PayPal. Et là encore, est-ce qu'il faut démultiplier les exemples? Je pense à une petite agence bancaire, mais la voiture, là, cette utilité justement qui est liée au fait de t'arrêter au feu rouge et tourner à gauche là, quand tu es à ce coin où tu passes devant la BNP, qu'est-ce que tu payes là comme assurance au mois? Qu'est-ce que tu payes comme assurance, là, y compris pour la maison, sauf que si ça cramait, ton ordi était disque dur, est-ce que ça vaut, est-ce que c'est monnayable, etc. Mais la question de l'argent va venir là, partout, crédit à la consommation, le reste de crédit que tu avais sur les prêts étudiants de tes enfants, tous ces machins-là, aucun de nous pour y échapper, c'est pas ça qui est intéressant. Par contre, si on le transporte dans l'univers de la fiction, pour nos personnages, si on fait une sorte d'écorché, de portrait de notre personnage sous le point de vue de l'argent. Et là, on s'écarte, franchement. Je regarde les bouquins, là, mais où est-ce que tu vas prendre des exemples? Alors, par exemple, il y a Christophe Darcos, écrit poétique, il doit y en avoir un extrait là, dans notre
bibliothèque de ressources, là, avec parmi 220 ou 240 autres extraits. Ça devient un peu fou cette affaire-là, au bout de 6 ou 8 ans d'atelier en ligne, mais il y a ce texte majeur qui s'appelle L'argent. Ça commence par quoi? Tu entres dans le métro, d'ailleurs ça n'existe plus maintenant, les petits tickets de métro, même l'imprimerie à Nanterre qui historiquement les imprimait, elle a été rasée. Tiens, ils ont construit une prison juste dans l'espace arrière, une prison privée. C'est cet entre-lac où je veux qu'on entre. Tarkos, c'est quoi l'argent? Tu marches dans la rue, tu penses, c'est quoi pour toi l'argent? Tu descends dans le métro, tu sors ton ticket, tu insères ton petit ticket pour passer le portillon, la valeur marchande du ticket, je l'ai acheté, j'ai payé tant, et maintenant il est passé dans le truc, donc il est oblitéré, et il n'a plus de valeur. Eh bien, son texte, 40 pages là, sur l'argent, commence par ça, et après tu défiles. Alors j'ai pas... pourtant... Ce qui me manque dans le texte de Tarkos, mais c'est pas un reproche du tout, c'est qu'il revient toujours. Son truc, c'est l'argent et trouver les exemples périphériques qui permettent de dire la valeur symbolique de l'argent, et donc travailler sur l'argent en tant que valeur abstraite depuis ces éléments matériels disjoints en périphérie. Moi, je voudrais le contraire, c'est-à-dire que je veux qu'on mette au centre quelque chose qui est déjà dans votre écriture. Maison, personnage central, personnage secondaire, un personnage parmi d'autres banals, mais qui a déjà croisé dans votre texte, ou bien, bon, si vous voulez partir de zéro, from scratch, comme on dit en informatique bien francophone, eh bien, on prend une situation la plus banale du quotidien, et cette situation, eh bien, on la décrypte du point de vue de l'argent. C'est-à-dire qu'on part de ce qui est central et on déploie, on élimine la part visible du réel, on la souffle littéralement, et il reste quoi? Il reste ces choses abstraites qui animent le réel. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'argent, je parlais de ces questions d'hérédité, ces questions de statut de la propriété, évidemment il y en a d'autres, en particulier les questions de détermination par la religion, c'est toujours là encore les mêmes fonctionnements, mais avec Balzac, nous, on s'en tient à l'argent. J'ai farfouillé, je reviens toujours à Emmanuel Piret. J'ai réouvert Chimère, je suis revenu finalement à Féerie Générale, ce livre qui lui a valu le prix Médicis. Les prix littéraires, c'est tellement de la daube consensuelle qu'on est tout surpris qu'un livre comme celui-ci, 2012, c'est il y a seulement 10 ans, c'est rien du tout, ait pu bénéficier d'une sorte de reconnaissance publique comme ça, alors que c'est de la lave, quoi. Il y a une espèce d'architecture là qui se donne dans les 2 premières pages. Ça, j'ouvrirai le PDF d'extrait par ça. Comment laisser flotter les fillettes? Finance, real life, étagères et sauvagerie, féerie et insularité. 2e chapitre. Comment habiter le paramilitaire? Sous-chapitre. Ville européenne, étagères et sauvagerie qui revient, couverture au pluriel, rêve au singulier, peau d'âne, musique. Comment faire le lit de l'homme non schizoïde et non aliéné? Politique, rêve, musique. Le tourisme représente-t-il un danger pour nos filles faciles? Héroïsme, anti-héros et années 80, rêve qui revient, montagne, musée de l'homme, PowerPoint et anecdotes, poésie. Friedrich Nietzsche est-il halal, etc. Comment planter sa fourchette? Qui m'a toujours totalement émerveillé comme titre, musée de l'homme, pensée occidentale, management japonais, nouveau mari, musique, comment être là ce soir avec les couilles et le moral. Ça, c'est Emmanuel Piret, Féerie Générale. Alors, là, dans les extraits, j'ai mis 3 petits passages, tout petits passages d'ouverture, qui s'appelle précisément l'école de la finance. Donc, il n'y a pas de problème, elle y va, au charbon. Et évidemment, ça va être beaucoup plus orienté par rapport aux exemples que j'ai donnés sur les questions des traders, mais ça aussi, quand vous roulez dans le Grand-Duché de Luxembourg et que vous voyez ces
grands bâtiments obscurs, que vous dites comment ça tourne avec... là encore, même si vous retrouvez la BNP, c'est plus la BNP de Montbled, c'est un énorme bâtiment en périphérie ultra défendu, et vous savez que leur principe c'est de faire circuler leurs capitaux d'une bourse à l'autre, et tu t'en vas là-bas à Hong Kong ou Singapour, et puis tu reviens par la bourse de San Francisco ou New York, et puis l'argent aura tourné dans le sens contraire du temps et des aiguilles d'une montre, et puis ça aura monté de 0,0005%, mais c'est une valeur totalement artificielle, n'empêche que c'est ça qui travaille avec des infrastructures d'information, de serveurs, d'analyse algorithmique. Pas entrer là encore dans le détail, mais c'est ça que je voudrais ouvrir. Page 44 de Pirer, nous et le monde économique, financier, militaire et paramilitaire. Et puis j'en ai pris un autre plus loin, beaucoup plus loin dans le livre, Management japonais. Et tout dernier, je vais voir ce que je vous recopie là-dedans, Rêve 8, cauchemar des traders. Donc là, avec Pirer, c'est que le principe, par rapport à ce que je disais au début, y compris sur Balzac, Zola, cette puissance fantasmatique, elle, c'est on éloigne le fantasmatique. Par contre, Chimère, le fantasme de la manipulation des corps et des cerveaux, va devenir le thème d'une enquête qui est par fictive, par réellement menée par Emmanuel en tant qu'autrice. D'ailleurs, les personnages dans les labos l'appellent Emma, tout court, ce qui n'est pas neutre non plus en tant que tel. Et là, il y a retour à cette part fantasmatique. Dans Féerie générale, dans aussi ce livre que j'aime tellement, qui s'appelle Comment faire disparaître la Terre, le principe d'Emmanuel Pirer, c'est fabriquer des récits d'enquête, et même des situations d'interview, d'entretien, d'analyse de journaux, de compte-rendu de documents. Donc strictement, on n'a que de la matière d'apparence non fictionnelle. Ce principe-là qu'on appelle aux US non-fiction, elle l'illustre magnifiquement, c'est-à-dire elle approche ces zones abstraites et fantasmatiques de la société, mais qui sont extrêmement puissantes, cruelles, directes, par exemple dans Féerie générale, concernant le statut de la femme. Est-ce que c'est pour autant... Ouais, c'est de la littérature militante. Allez lui dire ça, enfin en tout cas si vous avez mis le nez dedans, on rigole. C'est pas ça la question, c'est comment le texte documentaire, celui qu'on lit dans tous nos journaux, celui dans lequel on est en permanence dans Internet, le texte d'appréhension cognitive, le texte d'analyse, devient lui-même d'une simple pichenette, d'une simple poussée, il est lui-même fiction. Et on n'est jamais dans de la véritable enquête, de la véritable analyse, mais même ça, c'est une formulation qui est déplacée, puisque si dans Chimère, il s'agit réellement de travailler, ou je pense comment faire disparaître la Terre, on se fait un chapitre sur, vous savez, les concours de villages fleuris. On prend strictement les concours de villages fleuris, où on prend les analyses de... vous savez, quand vous passez dans une vitrine de marchand immobilier, puis vous voyez un prix, et puis une maison, des fois il y a une piscine, des fois comment c'est fichu, à quel circuit c'est, et puis on a des éléments objectifs. C'est-à-dire, je décris une vitrine d'agent immobilier. Je parle de comment une ville et un quartier organisent les espaces verts individuels. C'est-à-dire, je passe devant les maisons, c'est quoi la haie de tuya, la barrière en grillage, c'est comment est la boîte aux lettres, comment est la petite allée pour mettre la voiture, etc., etc. Et dans ce cas-là, même le documentaire fabrique quoi ? Fabrique une représentation fantasmée du monde, une représentation du monde qui inclut les forces invisibles qui la constituent, là, dans une activité par rapport aux individus qui la peuplent, qui ont leur structure de famille, de travail, de relations, de culture, de lecture. Où on prend les livres ? Qu'est-ce qu'on choisit à la bibliothèque ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Où on regarde ? Et évidemment, laissons ça aux sociologues.
toute façon, les sociologues, ils ont besoin des outils d'écriture. Mais c'est pas ça la question. C'est si on veut appréhender l'individu dans sa liberté. Excusez-moi là de passer de Marx à Sartre, quelle salade j'ai dans la tête. Mais pour appréhender et constituer notre fiction dans cette relation ouverte, mouvante au réel ou à la réalité, choisissez ce que vous voulez. On a besoin de s'ouvrir aussi à ces fonctionnements abstraits et d'inventer les formes fictionnelles ou narratives de ce qui n'apparaît pas dans la réalité sensible. Et ça, c'est l'argent. Alors, imaginez que là, dans ce que vous avez fait, vous avez déjà l'ébauche de personnages, un personnage principal ou pas, ou une structure familiale, ou un lieu, y a quoi qui traverse d'argent ici? C'est comment la question d'argent ici? Il y a des économies, il y a des carnets, des livrets de caisse d'épargne. On donne 3 sous là, au gars qui est accroupi à la porte du petit Super U de quartier, et puis qui a un jeune chiot détaché pour implorer la pitié, etc., etc. C'est l'argent. Parlons argent. Et je peux pas vous aider plus? Non. Pourquoi je peux pas vous aider plus? Parce que c'est encore tellement rare qu'on aborde ça frontalement. Je vous l'assure. J'en ai passé cette semaine en revue des bouquins. Donc merci Emmanuel Pirer là, quand même de nous autoriser là ce travail. Ça s'appelle La 6. À bientôt.